Alors, on va faire l'interview de Philippe Cazat, qui est le récipiendaire cette année du prix Heyerdahl. Et donc, on va faire un truc. On va arrêter de faire un truc qu'on fait à chaque fois qu'on interviewe Philippe Cazat. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire son historique depuis sa naissance jusqu'à 2023. On va commencer plutôt. Je vais résumer. Ouais. Voilà. Donc, alors, l'historique de Philippe Cazat, c'est que c'est un monsieur qui a commencé dans la... Tu m'arrêtes quand je me trompe. Qui a commencé dans le dessin de pub, la com. Qui s'est lancé dans la BD avec Pilote et Métal Hurlant. Qui a fait de nombreuses bandes dessinées, les HLM, le cycle d'Arcae. Qui a bossé donc Pilote, Métal Hurlant et puis et qui a fait du film d'animation. Oui. Donc Les Enfants de la Pluie, Gondard. Godard d'abord et Les Enfants de la Pluie plus récemment. Voilà. Donc tout ça, vous le trouverez avec aisance et facilité sur n'importe quel Wikipédia bien nié. Ouais. Et donc, je te propose, Philippe, de commencer, et ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps, mais de commencer au moment où tu dessines le Jardin des Délices. Le Jardin délicieux. Le Jardin délicieux. Ouais. Ouais, excuse-moi. Non, mais je cherche à me faire remarquer un peu, tu vois. Ouais, ok. En copiant pas exactement oui. le titre original, en le mettant à ma sauce. Voilà, parfait. Et donc, et à ce moment-là, c'est là où tu vas nous raconter, puisque c'est là où va se passer l'édition indépendante. Ouais. Et vas-y, raconte-nous. Alors, c'est devenu de l'édition indépendante, d'abord tout simplement parce que les éditeurs n'en ont pas voulu. Bon, c'était un moment où je publiais plus de bandes dessinées depuis longtemps. J'étais assez libre parce que j'étais à la retraite, donc j'attendais pas typiquement de recevoir des sous à la fin de chaque mois. J'en recevais sans rien faire. Et vraiment j'avais quand même envie de faire une bande dessinée encore. Déjà, tu continuais à faire du dessin de presse en revanche. Tu continuais à faire du dessin de presse. Ouais. Ah oui, c'est l'époque où je faisais du dessin de presse, où j'ai fait du dessin de presse pour Ciné Hebdo et ensuite pour Psychopathe. Et ça ne me suffisait pas tout à fait quand même à mon bonheur et à mon plaisir. Et donc je me suis attaqué à faire ça sur un thème que je connaissais bien en fait, que tout le monde connaît mais pas forcément bien. Je l'ai travaillé, je me suis documenté. J'ai pas appris l'hébreu, mais presque. Enfin, j'ai appris des trucs pour travailler sur la Genèse. Et en toute liberté. Le fait que je n'avais pas d'éditeur, ça voulait dire pour moi que je fais mon truc et puis on verra après. Et donc j'ai fait mon truc. Mais je sais plus, j'ai mis 6 mois. Enfin, c'est allé assez vite. Je l'ai fait dans l'enthousiasme, une part d'improvisation, une part de documentation, tout le travail que je pouvais faire à la maison, en partant de crayon, en allant par le numérique, par la couleur numérique, le lettrage numérique, etc. Donc j'ai géré mon truc complètement. Et puis avec aussi la liberté de me dire, tiens, là j'ai fait cet épisode. Ok, mais j'ai une idée avec 3 pages de plus qu'on pourrait faire à cet endroit-là. J'intégrais les 3 pages. Enfin, je m'étais un petit peu organisé pour pouvoir improviser. Et donc j'ai fini l'album et je l'ai proposé à 2 ou 3 de mes éditeurs précédents, habituels, je dirais presque, qui m'ont dit non. Ça a été argumenté le nom ou... Parfois ça a été argumenté. L'argument du genre ouais, c'est très bien, c'est très personnel, mais on ne sait pas où le mettre. On ne sait pas comment le vendre. Parce que c'est de l'humour, mais relativement intellectuel, légèrement blasphématoire, mais pas excessivement.
avec de l'érotisme amusant, disons. Et bon, et du coup, ça rentre pas dans un créneau très précis pour un éditeur. Donc j'ai eu ce discours-là, je le comprends assez bien. J'ai eu d'autres discours moins sympas, mais enfin bon, c'est pas grave non plus. Et j'ai eu un autre, mais ça, alors c'est à ma réflexion, un éditeur n'aime pas forcément qu'on lui apporte une BD toute faite, toute prête. Il aime plutôt qu'on lui propose un projet, qu'on fasse un contrat, qu'il suive la production de l'objet et voir si ça correspond bien à ce qu'on a prévu sur le contrat, etc., etc., qu'il puisse mettre son grain de sel au fur et à mesure. Et moi, je lui apportais un truc clé en main, donc un peu comme un imprimeur, quoi. Et donc ça, peut-être ça leur plaisait pas, je crois. Et bon, donc du coup, tu t'es décidé à... Eh ben oui, partant de là, je me suis dit, bon, bah, ils veulent pas le faire, bon, bah, on va le faire, quoi. Donc, avec l'aide de mon fils, qui est graphiste, etc., on a réfléchi à la question, comment le faire, comment l'imprimer, quel imprimeur, etc., etc., quoi. Donc on s'est dit, bon, bah, on va gérer ça tranquillement, entre nous, comme d'autres petites choses un peu marginales que j'ai faites. Par exemple, un livre qui était entièrement dessiné sur des post-it, tu vois, un tout petit livre, des trucs comme ça, quoi. Donc des trucs qu'on peut faire pour le plaisir, qui lancent pas beaucoup de frais techniques, ni de frais d'impression, parce qu'on fait des petits tirages. Et puis on sait très bien qu'en numérique, on peut retirer quand on veut. Donc voilà, on est parti comme ça sur ce livre et sur en même temps des recueils de dessins de presse, des tirés à part. Pardon ? Des tirés à part, des dessins dans tes enveloppes là. Attends. Des tirés à part, les dessins que tu vends en format carte postale dans des enveloppes. Ouais, oui, alors de tout. Alors c'est les idées de Romain, c'est les idées de mon fils aussi. De tirer des trucs, oui, des petits objets sympas, pas forcément chers, et puis qui ne sont vendus que sur Internet, enfin pas de distribution. Donc il a monté une boutique, une e-boutique, et bon, bah voilà, ça fonctionne. Et puis ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a eu la proposition ou la demande d'un éditeur italien qui nous a dit, moi je voudrais rééditer Chris Cool. Oui. Alors ça c'est un peu c'est le début et la fin, quoi. C'est-à-dire que le Chris Cool, c'est ma première bande dessinée et le Jardin délicieux, c'est ma dernière. Donc on a réuni les deux, quoi. Et là c'est l'éditeur italien qui le fait, mais en collaboration constante avec nous. Et il a fait aussi quelque chose que nous, peut-être, on n'aurait jamais fait. Il a refait toute la couleur. Ouais. Donc, parce que sinon, j'avais pas, de toute façon, moi, j'avais que des planches en noir et blanc. Donc, il a refait toute la couleur, nickel, respectueuse de l'édition originale, mais lisse, propre, etc., comme on peut le faire maintenant. Okay. Voilà les aventures de ça qui sont pas finies. Donc il y a ça, donc qui était un truc récent, et puis c'est avéré que tu t'es mis à... Alors tu écrivais déjà, hein, parce que tu as fait des scénarios pour tes bandes dessinées, des choses comme ça, mais tu t'es mis à écrire des nouvelles. Ouais. Alors ça, on a déjà eu cette conversation, mais on va la résumer là, si tu veux bien. Ouais. Bah, j'ai eu... je m'amusais, oui, à écrire un blog avec un certain ton qui, des fois, partait dans des délires surréalistes.
dans l'écriture automatique, dans des choses comme ça. Je m'amusais beaucoup avec ça, puis ça a amusé quelques personnes, dont Jean-Hugues Villacampa, qui m'a demandé de lui écrire une nouvelle pour un projet, quoi. C'est très gentil de me donner à boire. Est-ce que tu veux un sandwich? Pardon. Et donc j'ai écrit ça, et puis de fil en aiguille, comme il y a par-ci par-là, et même un peu partout, des appels à texte de différents éditeurs, souvent des micro-éditeurs, mais ça me va très bien. Je me suis mis en œuvre pour répondre à tous les appels à texte qui passent sur Internet, parce que j'aime bien travailler à partir d'un thème donné, qui me force à faire des choses que j'aurais sans doute jamais faites si j'étais simplement moi tout seul dans mon coin. Oui. Et un peu comme en faisant de l'illustration de couverture de bouquins, ça me force à me plonger dans le bouquin, à répondre par mon illustration à ce que le bouquin propose, quoi. Et là, c'est juste des appels à texte, donc il y a un thème avec quelques suggestions. Et puis, vas-y, pas mal de liberté aussi, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire des nouvelles pour l'anthologie du Festival Imaginaire, pour la revue Gandhar, pour les éditions Arcueris. Pareil, enfin de la même manière, avec un jeu d'échange un peu, que je leur donne des illustrations pour les couvertures. Je leur fais aussi des nouvelles. Enfin, on s'entend bien là-dessus. C'est avec eux d'ailleurs que tu as fait le point d'orgue de ton écriture, le fix-up Ginkgo biloba, ouais. Que je prononce correctement, je tiens à le dire. C'est pas Ginkgo biloba ni Ginkgo bilobo, c'est Ginkgo biloba. Et donc c'est ce fix-up, raconte-nous les genèses et puis Alors, ce recueil, pour moi, a priori, c'est un recueil de nouvelles. Simplement, parce que donc j'avais un certain nombre de nouvelles écrites, publiées, même la plupart, mais sur différents supports, et qui mettaient en scène les mêmes personnages dans le même lieu, dans le même village qui s'appelle Ginkgo biloba. Donc, c'est un village, c'est pas un arbre en l'occurrence. Et puis, je me suis aperçu à un moment que j'en avais une certaine quantité, que ça pouvait se réunir, et qu'en y travaillant un petit peu, je pouvais arriver à les coordonner pour que ça soit une chronique, ce qu'on appelle un fix-up aussi, donc une sorte de roman composé de nouvelles qui s'enchaînent plus ou moins, qui se répondent plus ou moins, mais où il y a une certaine logique aussi. Continuité, mais ça se fait en fait. Hein. On a l'impression effectivement que c'est pas un roman, mais pas loin quand même. Ouais, ça se tient dans l'ensemble. Bon, mon éditeur m'a aussi un petit peu... à un moment, j'avais mis 2 nouvelles dans le mauvais ordre. Il y avait des personnages qui apparaissaient avant qu'ils soient apparus avant, quoi. Donc on a remis les choses dans l'ordre, etc. Et il m'a aussi donné la latitude d'illustrer mes nouvelles. Des illustrations couleurs, hein, magnifiques. Et des dessins couleurs. Et ça m'a un peu... je dessinais plus. Hein, c'est une période où je dessinais plus pour des problèmes d'œil, etc. Et puis, quelque part, je m'ennuyais à dessiner, quoi. Ça te rappelait trop le boulot? Je sais pas, je trouvais pas de plaisir, quoi. Et là, je me suis forcé un peu. Et en me forçant, j'ai retrouvé du plaisir. Peut-être parce que j'illustrais mes propres textes. Mais avec certaines complexités, parce que
au début, mes premières illustrations, mes premiers brouillons, quoi, c'était très premier degré, quoi. Et puis jusqu'au moment où je me suis dit, mais tu t'emmerdes à faire du premier degré, à illustrer ce qui est déjà écrit. Mais non, prends des libertés avec, quoi. Si dans le texte, mon héroïne, je ne dis jamais qu'elle a les cheveux verts, et elle n'a pas les cheveux verts. Mais sur les illustrations, je me dis, ah, c'est chouette de lui faire les cheveux verts. Bon, voilà, ce genre de détails où l'idée était quand même essentiellement que je m'amuse avec ça, que je m'amuse à composer un ensemble. Et puis l'idée aussi de placer des sortes d'articles un peu théoriques sur l'évolution du monde, sur l'écologie, sur le... Ouais, qui est en intermédiaire entre les nouvelles. Mais les mettre en intercalaire entre les nouvelles et en y exprimant un petit peu mes obsessions qui sont la surpopulation et la destruction des milieux. Et donc l'ensemble finalement fait un ensemble cohérent. Ouais. Et c'est ces motivations militantes qui font que cette année, c'est toi que nous avons choisi pour recevoir le prix Heyerdahl, avec le plaisir qu'on va avoir de voir Joël Winterberg te le remettre. Et qu'on a hâte de voir l'objet parce que tous les ans, c'est une surprise dans l'utilisation des matières comme des couleurs. Donc on va le découvrir avec toi très bientôt, puisque c'est à 17h que la remise de prix va avoir lieu. Philippe Cazat, toi qui ne te déplaçais plus, je ne saurais trop comment te remercier pour t'être déplacé et venir nous voir. Et donc, tu m'as un peu forcé quand même. Hein. C'était difficile de te dire non. Ouais, j'ai hésité quand même un peu. C'est pour ça qu'ils m'ont recruté. Hein, j'ai pris 3 semaines de réflexion. Donc, je t'en remercie d'autant plus. Non, je fais ça un peu pour me faire... Et donc, merci beaucoup. Et puis, à tout à l'heure. D'accord. Merci.